Bonjour, dans ce cours de sémiologie gynécologique, nous allons parler de l'interrogatoire en gynécologie, de l'examen gynécologique et des explorations les plus courantes en gynécologie. Alors l'objectif à la fin de ce cours, c'est d'être capable d'interroger une patiente qui consulte en gynécologie, de préciser le principal motif de consultation, de faire l'examen gynécologique. Après l'interrogatoire et l'examen gynécologique, d'être capable de faire une synthèse clinique qui est très importante. À travers cette synthèse clinique, on va pouvoir évoquer des diagnostics afin de pouvoir par la suite indiquer des examens paracliniques. Alors le plan de secours, d'abord on va commencer par l'interrogatoire. La partie interrogatoire va contenir le recueil du motif de consultation, des informations administratives de la patiente, la recherche de ses antécédents et l'analyse sémiologique du ou des symptômes. En grand 2, on va parler de l'examen gynécologique qui va toujours commencer par un examen général, un examen de l'abdomen, une inspection de la région vulvo-périnéale, un examen au spéculum, un toucher vaginal bimanuel, parfois un toucher rectal ou un toucher digital. On ne mettra jamais dans un examen gynécologique d'examiner les seins. Alors, l'interrogatoire en gynécologie, c'est la première étape de la consultation en gynécologie. C'est un temps capital qui ne s'improvise pas, ça nécessite un apprentissage. Alors, cet interrogatoire va recueillir le motif de consultation pour que la femme consulte, va recueillir des informations administratives sur la patiente qu'on va voir tout à l'heure, la recherche des antécédents et l'analyse sémiologique du ou des symptômes ayant motivé la consultation. Concernant les motifs de consultation les plus fréquents en gynécologie, il y a tout d'abord les anomalies du cycle menstruel et les hémorragies génitales. Ensuite, les douleurs pelviennes, les leucorrhées, les troubles de la sexualité, les prolapsus génitaux et les troubles urinaires, les signes mammaires et les troubles de la fécondité. Concernant les informations administratives, on va recueillir le nom et le prénom de la patiente, son âge, son adresse et son numéro de téléphone personnel au cas où on aura à la reconvoquer pour son suivi ou pour un ajustement thérapeutique. Sa situation de famille, est-il marié, est-il divorcé, est-il en activité génitale, et bien sûr sa profession. Alors concernant la recherche des antécédents, on commence par les antécédents gynécologiques. On va noter l'âge de la puberté, qu'on appelle aussi la ménarche, le caractère du cycle menstruel, chose très importante, la date des dernières règles, la présence ou non d'infection génitale à répétition, est-ce qu'il prend un moyen de contraception hormonale ou non hormonale, la qualité de sa sexualité, est-ce qu'il y a ces problèmes à ce niveau-là, y a-t-il des pathologies gynécologiques médicales ou chirurgicales dans ses antécédents, des antécédents de pathologie mammaire, est-ce qu'elle est ménopausée ou non, et bien sûr on demandera toujours est-ce qu'elle a fait des examens de dépistage type frottis cervico-vaginal ou mammographie. Concernant les antécédents obstétricaux, on va noter la gestité, c'est-à-dire le nombre de grossesses qu'a eu la femme, sa parité, ça c'est le nombre des accouchements au-delà de 20 semaines, et bien sûr le déroulement de toutes les grossesses et des accouchements. Ensuite, on va parler des antécédents personnels, médicaux ou des habitudes toxiques, tabagisme ou alcoolique. On terminera dans ce chapitre antécédents par les antécédents familiaux, notamment est-ce qu'il y a un cancer du sein dans la famille ou bien un cancer de l'ovaire.
sans oublier les antécédents médicaux familiaux, comme le diabète, l'hypertension artérielle, la tuberculose et bien sûr les coagulopathies. Concernant l'analyse des symptômes, alors, comme on a dit dans les principaux symptômes, il y a les anomalies du cycle menstruel et les hémorragies génitales. Tout d'abord, il faut connaître que un cycle menstruel idéal, c'est des règles toutes les 28 jours, plus ou moins 7 jours. Donc, on peut avoir des cycles allant de 21 jusqu'à 35 jours. Ces règles sont faites de liquide rouge, sombre, fluide, incoagulable. La durée des règles est entre 3 à 6 jours. L'abondance des règles peut être variable. Souvent, elle est abondante les 2 à 3 premiers jours, mais en général, toujours inférieure à 80 cc. Lorsqu'il est au-delà de 80 cc, on parle de règles abondantes. Alors, concernant les saignements anormaux, par définition, une hypoménorrhée, c'est des règles inférieures à 3 jours. Une hyperménorrhée, c'est des règles qui dépassent 8 jours. Concernant la définition de l'oligoménorrhée, c'est des règles qui sont trop peu abondantes. Alors, concernant la polyménorrhée, c'est des règles qui sont trop abondantes. On parle d'hyperpolyménorrhée quand les règles sont trop abondantes et qui durent dans le temps. On la dénomme également ménorrhagie. On parle de polydactylénorrhée lorsque les cycles sont courts, moins de 21 jours, alors qu'on parle de spanioménorrhée lorsque les cycles sont très longs. C'est des cycles très espacés. Métrorragie, se définit par des saignements anormaux d'origine utérine sans rapport avec les règles, en dehors des règles. On voit dans ce schéma les différentes cas de figure. Dans le premier cas, on voit ce qu'on appelle une hypoménorrhée. Ce sont des règles qui sont trop courtes, qui durent moins de 3 jours, 2 jours, parfois une journée. C'est la définition de l'hypoménorrhée. L'hyperménorrhée, alors les règles durent plus de 8 jours, 9-10 jours dans ce cas-là. Ils ont une fréquence qui est normale, c'est 28 jours, de 1 à 28 jours, mais dans ce cas-là, elles sont très courtes, alors que dans ce cas-là, elles sont trop longues. L'oligoménorrhée, par contre, ça concerne l'abondance. Vous voyez qu'au lieu d'avoir les 2 cases, on a une seule case. La durée peut être considérée comme normale, c'est 3 jours, mais elles sont peu abondantes. L'oligoménorrhée, c'est des règles très pauvres, pouvant être réduites à quelques tâches. Au contraire, dans ce cas-là, la polyménorrhée, c'est des règles qui sont très abondantes. Chaque jour, la femme, vous voyez, 3 croix, c'est-à-dire qu'elles sont très abondantes. Leur durée, elle est normale, mais la quantité de saignements par jour, elle est importante. Et la fréquence est également normale, premier 28e jour. Alors, dans les ménorrhagies, ce sont des hyperpolyménorrhées, c'est-à-dire qu'elles sont abondantes, en abondance, et elles durent plus longtemps. Donc, elles sont abondantes et durent plus longtemps, alors que la fréquence, elle est conservée. Métrorragie, c'est des saignements en dehors des règles. Vous voyez les règles ici, mais dans ces cas-là, c'est des saignements qui n'ont rien à voir avec les règles. C'est ça la définition. Ménorrhagie, c'est lorsqu'il y a et des métrorragies et des ménorrhagies. La femme saigne abondamment au cours des règles et ça dure plus longtemps. Et en plus, il a des saignements en dehors des règles. C'est ce qu'on appelle des ménométrorragies. Alors, l'autre trouble du cycle menstruel sont les aménorrhées. Par définition, c'est l'absence des règles. Et on distingue les aménorrhées primaires des aménorrhées secondaires. L'aménorrhée primaire, la patiente n'a jamais eu de règles depuis la puberté. Alors que l'aménorrhée secondaire, c'est une patiente qui, à un certain moment, était réglée, mais par la suite, il n'a plus eu de règles. Alors déjà, lorsque vous avez une patiente qui a eu déjà des règles, qui est en aménorrhée, le premier diagnostic à évoquer, c'est la grossesse. Troisième symptôme, ce sont les douleurs pelviennes.
Alors, ces douleurs pelviennes, c'est un chapitre à part que vous allez voir avec ma collègue. Ces douleurs pelviennes peuvent être aiguës ou chroniques. Il faut toujours relever leur caractère, le mode de début brutal ou insidieux, le type des douleurs, le rythme, est-ce qu'ils sont périodiques, c'est-à-dire au moment des règles, ou bien est-ce qu'ils sont continus? Y a-t-il des facteurs déclenchants ou aggravants? Est-ce qu'ils sont très intenses? Y a-t-il une irradiation? Alors déjà, on va distinguer dans les douleurs pelviennes périodiques, les dysménorrhées au moment des règles. Le syndrome prémenstruel, ce sont des douleurs qui précèdent les règles, quelques jours avant les règles. Et le syndrome intermenstruel, ce sont des douleurs au moment de l'ovulation. Ils sont cycliques et latéralisés. Parfois, ils s'accompagnent avec un petit saignement qui ne dépasse jamais 24 heures. L'autre symptôme, ce sont les leucorrhées, qui est un symptôme qui est très fréquent en consultation. Par définition, ce sont des pertes génitales, cervicaux, vaginaux, vulvaires, non sanglantes. Alors, il faut préciser la date et le mode de début, le caractère de l'écoulement, son abondance, sa couleur, sa périodicité, son odeur, très important, est-ce qu'il s'accompagne avec un fluide, les circonstances de survenue, y a-t-il une maladie générale comme type diabète ou autre, et la femme est-elle enceinte ou non, est-ce qu'il est en postpartum, est-ce qu'il vient d'accoucher, ou bien dans le post-abortum, il vient d'avoir un avortement. Physiologiquement, on parle de leucorrhée physiologique lorsque ces pertes sont claires, peu abondantes, à renforcement péri-ovulatoire, c'est-à-dire qu'elles sont plus abondantes en période ovulatoire, indolores, il n'y a pas de douleur, et sans signe fonctionnel. Si jamais ils ne sont pas clairs, si jamais ils ont une odeur nauséabonde, ou bien lorsqu'ils s'accompagnent de signes fonctionnels type prurite ou douleur, ce n'est plus des leucorrhées physiologiques, c'est des leucorrhées pathologiques dont il va falloir rechercher la cause et traiter. Alors, les autres symptômes, ça peut être des troubles de la sexualité. Donc, après l'interrogatoire, on va passer à l'examen gynécologique proprement dit. L'examen gynécologique, classiquement, on commence par l'examen général, l'examen de l'abdomen, l'examen du périnée, ou bien de la vulve, c'est la même chose. L'examen du pelvis, le pelvis, ça contient le vagin, le col, l'utérus et les annexes. Et bien sûr, jamais oublier l'examen des seins. Alors, l'examen général, on doit préciser le morphotype de la femme, comment se présente son morphotype, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une dysmorphie, un aspect cuchinoïde qui peut attirer l'attention vers une pathologie précise. L'index de masse corporelle, pour préciser est-ce que la femme est obèse ou non. Est-ce qu'il y a des signes d'hyperandrogénie? Les signes d'hyperandrogénie peuvent nous faire penser à des tumeurs qui sécrètent des hormones. Ces signes d'hyperandrogénie sont l'hirsutisme, la séborrhée, l'alopécie, la rossité de la voix. Toujours chez une femme, il faut examiner la thyroïde, il examiner le rachis, et bien sûr la température, la tension artérielle et l'état des conjonctives pour voir est-ce que dans le contexte de saignement par exemple, est-ce qu'il y a un retentissement type d'anémie. Alors dans l'examen de l'abdomen, on va toujours précéder l'examen gynécologique, on va voir est-ce qu'il y a une voussure, une cicatrice, une hernie au niveau de l'abdomen. Dans la palpation, on va commencer par les parties non douloureuses, le siège de la douleur et bien sûr les caractéristiques d'une éventuelle masse, le siège de la masse ou ses caractéristiques. La situation par rapport soit à la symphyse pubienne, lorsque la masse est un petit peu petite, ou bien il arrive à l'ombilique ou le dépasse, donc toujours situé par rapport à la symphyse pubienne ou à l'ombilique. Est-ce qu'il y a une douleur à type de défense? Bien sûr, on ne va pas omettre dans l'examen abdominal de voir la taille du foie, des reins, de la rate et la palpation des orifices herniaires. Alors, dans l'examen des seins, l'examen doit être systématique. Le meilleur moment d'examiner les seins, c'est après la fin des règles, parce que juste avant les règles, les seins sont un petit peu sensibles, ils sont difficiles à examiner.
L'examen doit toujours être bilatéral et comparatif, avec une inspection dynamique. C'est quoi l'inspection dynamique? On examine la femme assise et après on demande à la femme de se coucher pour l'examiner. On va palper de façon méthodique les deux seins et on va faire systématiquement l'examen des aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie. Et si jamais le principal motif de constatation c'est un problème mammaire, s'il y a un nodule, il faut faire un schéma et montrer le nodule, son siège, sa taille et tout ça. Donc l'examen du périnée. Le périnée, c'est la partie vulvaire et anale. Ce qui nous intéresse, c'est la vulve. Ça se fait en position gynécologique avec une table qui est éclairée, au repos et à l'effort. On inspecte et on palpe. On voit la pilosité pubienne, la pigmentation, s'il y a une cicatrice, s'il y a une tumeur, s'il y a une ulcération au niveau de la vulve. Alors, pour le pelvis, c'est le vagin, le col, l'utérus et les annexes. On va utiliser et un spéculum et un toucher vaginal, plus ou moins un toucher rectal. Alors, l'examen sur spéculum, il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de spéculum, petit, moyen, grand. Donc, on va choisir la taille en fonction du morphotype de la femme. L'examen sur spéculum est de préférable, il faut le faire avant le toucher vaginal parce que si jamais on veut faire un prélèvement, ça risque d'être faussé si jamais on précède par un toucher vaginal. Toujours préféré de lubrifier parce que c'est un examen qui n'est pas douloureux mais qui est désagréable. Donc le fait de le lubrifier va éviter cette douleur. Alors, sauf on évite la lubrification ou bien on lubrifie juste avec de l'eau si on veut faire un prélèvement bactériologique ou un frottis cervico-vaginal. Alors, l'examen sur spéculum, on le colle, on va le voir. C'est ça l'objectif de l'examen sur spéculum. Ça permet de voir directement le col utérin, chose qu'on ne peut pas faire juste par le toucher vaginal. Alors, le col, normalement, il est petit, conique, avec un orifice punctiforme chez la femme qui n'a jamais eu d'enfant, c'est-à-dire la nullipare. Il est plus ou moins gros et déchiré chez la multipare. On voit dans ce schéma le col de nullipare qui est punctiforme. C'est une femme qui n'a jamais accouché par voie basse. Et chez cette femme-là, c'est une multipare, donc le col il est un petit peu allongé. Dans le col, il y a deux parties, une partie cylindrique et une partie squameuse. On va essayer au maximum de chercher la zone de jonction entre la muqueuse de l'endocole et de l'oxocole. Il est parfois visible spontanément. Parfois, il est remonté dans l'endocole, il est plus profonde, surtout chez les femmes âgées ménopausées. On profitera du spéculum pour faire l'examen de la glaire cervicale. La glaire cervicale, elle est normalement abondante en périovulatoire. Elle est claire, transparente comme l'eau de roche. Elle est filante et se laisse écarter sans se rompre entre les morts d'une pince languette. On peut écarter les morts d'une pince jusqu'à 10 cm sans que le liquide de la glaire s'écarte. Son pH, normalement, il est supérieur à 7, il est alcalin. Au microscope, lorsqu'on examine la glaire, normalement, il n'y a pas de cellules, il est acellulaire. Et lorsqu'on la laisse sécher, il cristallise en feuilles de fougère à dessiccation lente. C'est ça les caractères de glaire cervicale normale. On voit dans ces photos un col de nullipare, il est punctiforme, avec une glaire qui est peu abondante, qui est eau de roche. Donc c'est un col qui est normal. Par contre, dans cette image-là, on voit que c'est un col qui est un petit peu gros, qui est rouge avec des sécrétions grisâtres, avec des vaisseaux dilatés. Donc, c'est un aspect de cervicite. Donc, c'est d'origine infectieuse. Donc, dans l'examen gynécologique, il y a ce qu'on appelle l'hystérométrie. Elle doit être réalisée en première partie du cycle pour ne pas si on le fait en deuxième partie du cycle, la femme risque d'être enceinte et donc d'entraîner un avortement. Donc on le fait toujours. D'ailleurs, comme tout le geste endo-utérin, il faut le faire à la première partie du cycle.
Euh, la femme, le spéculum en place, on saisit le col à l'aide d'une pince de Puzzi. C'est une pince qui saisit le col. Et on monte doucement dans la cavité utérine avec cet hystoromètre qui est gradué. Normalement, la cavité utérine mesure de 7 à 8 cm et demi. Alors après l'examen sous spéculant, on fait le toucher vaginal bimanuel, c'est-à-dire combiné. Toucher vaginal, la main droite pour les droitiers au niveau du vagin et la main gauche au niveau de l'abdomen pour examiner tous les organes du pelvis. Alors ce toucher vaginal va explorer une grande partie des organes pelviens, la face postérieure de la vessie et l'urètre terminal, le col utérin, sa consistance, son volume, sa forme, sa mobilité, sa longueur et son ouverture, les parois vaginales et le cul-de-sac postérieur répondant au cul-de-sac de Douglas, donc la partie postérieure répond au cul-de-sac de Douglas, le corps utérin, l'examen de l'utérus, lorsque les deux mains sont en contact, on va essayer de palper entre eux l'utérus. Donc le corps utérin, on va apprécier la taille, la position, la forme, la consistance, la mobilité et la sensibilité au moment de la mobilisation. Et lorsqu'on passe latéralement, le doigt et la main abdominale, on va explorer les annexes à travers les cul-de-sac vaginaux latéraux. Alors, ce toucher vaginal nous donne beaucoup de renseignements. Par contre, il y a quelques limites. Les droitiers explorent mieux le côté droit du vagin. Les femmes qui sont obèses, parfois il est difficile de palper l'utérus et les annexes chez elles. Lorsque le vagin il est atrophique, surtout chez les femmes âgées et ménopausées, parfois on ne peut pas admettre de doigt. On fait un examen avec un seul doigt. Et bien sûr, les patientes vierges, il faut éviter l'examen au spéculum et au toucher vaginal. Le toucher rectal, il n'est pas systématique, il peut être utilisé. Il peut être utile de le combiner au toucher vaginal dans certaines situations, lorsqu'il y a un prolapsus ou bien une endométriose. Il peut également rendre service quand la patiente, on ne peut pas faire d'examen vaginal lorsqu'elle est vierge. Et lorsque la femme elle est âgée, avec l'atrophie, on ne peut pas admettre les dégâts. Dans ces cas-là, le toucher rectal peut être utile. Après l'interrogatoire et l'examen clinique, proprement dit, il est important de faire un résumé qui va ressortir les principaux éléments de l'interrogatoire, des symptômes et bien sûr les éléments positifs de l'examen clinique. Et c'est à travers ce résumé clinique qu'on va poser les éventualités diagnostiques. Maintenant, on va passer aux investigations en gynécologie. Alors, les investigations en exploration, je ne vais pas être très exhaustif. On peut parler de la courbe de température, de l'examen extemporané des sécrétions génitales, la recherche d'infection ou autre chose. Certains examens qui se basent sur l'étude anatomopathologique comme la cytologie et l'histologie. Les principaux sont le frottis cervico-vaginal et la biopsie de l'endomètre. Les examens d'imagerie comme l'échographie qui est un examen très important en gynécologie. Également les examens endoscopiques, colposcopie, hystéroscopie, cilioscopie. Et enfin, on terminera avec la biologie. Alors, concernant la courbe de température, qu'on appelle également courbe ménométrique. Alors, il s'agit de prendre la température rectale tous les matins au réveil, à la même heure, et avec le même thermomètre. Elle est inscrite sur un papier ou un tableau où la patiente devra porter
Outre la température du matin, les règles, les douleurs pelviennes, les saignements intermenstruels, s'il prend des thérapeutiques, et bien sûr la date des rapports sexuels. Alors cette courbe de température, normalement, il comporte deux plateaux. Un plateau au-dessous de 37 degrés et un plateau au-dessus, c'est-à-dire hyperthermique, qui survient après l'ovulation. La courbe thermique remonte au-dessus de 37 degrés, qui traduit l'influence de la progestérone sécrétée par le corps jaune, qui va se maintenir 10 à 11 jours. La veille des règles, la température s'abaisse brusquement, traduisant la fin des sécrétions progestatives du corps jaune. Donc, ça va avoir comme renseignement, il va nous donner une idée sur le fonctionnement de l'ovaire et plus précisément sur trois points. L'ovulation, qui coïncide avec le point où augmente la température, la durée du corps jaune, c'est-à-dire la durée de la phase en plateau de la température, et sur l'éventualité d'une grossesse, parce que le plateau va durer au-delà de 10-11 jours, voire plus. Donc ça signe que le corps jaune elle est encore là, ça signe qu'il y a une grossesse. Alors la courbe de température elle est actuellement rarement utilisée. Elle était plutôt utilisée dans les bilans d'infertilité pour voir est-ce que la femme a une courbe en deux phases qui traduit l'existence d'ovulation. L'autre examen qu'on peut demander chez les femmes, c'est l'examen extemporané des sécrétions génitales. Alors, on prend ces sécrétions et on les regarde au microscope grossissant entre 100 et 400. Ça sert à rechercher des agents pathogènes comme les trichomonas, les levures ou bien les mycoses. Et bien sûr, ça permet d'étudier la glaire cervicale et la pratique de ce qu'on appelle le test de Herder qu'on va voir tout à l'heure. Alors, cet examen, on prend les sécrétions génitales auxquelles on ajoute dans deux lames du sérum salé dans une lame et une solution à la potasse à 5% dans l'autre lame. La particularité de la potasse à 5%, c'est qu'il détruit toutes les cellules des sécrétions, sauf les levures et les mycoses. Donc, on a plusieurs situations. Le frottis peut être propre, c'est-à-dire qu'à l'examen au microscope, on ne trouve pas ou peu de polynucléaires. C'est un frottis propre. Donc, a priori, c'est pas des sécrétions, c'est pas des sécrétions pathogènes. Alors, quand le frottis est sale, on veut dire par sale la présence de polynucléaires neutrophiles abondantes. Dans ce cas-là, on va rechercher le trichomonas qui sont bien visibles au microscope, typiques par la présence de leurs flagelles, et donc ça donne le diagnostic. On peut tomber dans une autre situation où le frottis est sale, mais on ne trouve pas ces cellules de trichomonas, ni on ne trouve pas de levure. Dans ces cas-là, il faut penser à un autre agent pathogène parce qu'on a un frottis sale, et donc notamment chlamydia ou le gonocoque, et on fait donc un prélèvement spécifique endocervical et urétral pour rechercher ces deux agents pathogènes. Finalement, on peut ajouter aux sécrétions génitales de la potasse à 10%, plus concentrée, et on fait ce qu'on appelle un sniff test. Rien qu'à l'odorat, on peut poser le diagnostic d'une vaginose bactérienne. C'est des bactéries, une association de beaucoup de bactéries, d'anaérobies, et donc qui peut être responsable de sécrétions anormales. L'autre test qu'on peut réaliser avec les sécrétions extemporanées, l'examen extemporané des sécrétions génitales, c'est le test de Herner, qu'on appelle aussi test post-coïtal. Alors, en quoi consiste ce test? Il permet l'étude de l'ascension des spermatozoïdes dans la glaire cervicale.
On comprend très bien qu'il est utilisé lorsqu'il y a un problème d'infertilité. On convoque la femme en fin de période folliculaire, c'est-à-dire à l'approche de l'ovulation. C'est là où la glaire elle est maximale. Et on lui demande de faire 2 jours d'abstinence sexuelle. Ce test-là, on le fait 8 à 12 heures après le rapport sexuel, 2 jours après une abstinence. Après ces 8 à 12 heures, on va examiner cette glaire cervicale au microscope et le test est dit positif lorsque il y a plus de 5 spermatozoïdes mobiles, c'est-à-dire à mobilité progressive par champ. Donc le test est positif, donc c'est une glaire qui est normale, qui n'est pas la cause de l'infertilité. Si on a moins de ça, c'est-à-dire moins de 5 spermatozoïdes mobiles, dans ce cas-là, la glaire peut être suspectée comme responsable de l'infertilité. Bon. Alors, les autres types d'exploration qu'on peut utiliser en gynécologie, c'est les études cytologiques et les études histologiques. Ces deux termes, ça concerne l'étude anatomopathologique. Alors, de loin, les plus importants, ce sont le frottis cervico-vaginal, qui est une étude cytologique des cellules cervico-vaginales. Et le deuxième test pathologique, c'est-à-dire histologique, c'est la biopsie de l'endomètre qu'on utilise lorsqu'on craint un cancer de l'endomètre. Alors, concernant le frottis cervico-vaginal, c'est une étude des cellules superficielles de la jonction cervico-vaginale. On utilise des écouvillons ou des cytobrosses pour recueillir ces cellules superficielles et qu'on étale sur des lames qu'on va fixer avec un fixateur. Alors, et on étudie au microscope. On a des résultats en fonction de la présence des cellules qu'on va voir dans ce microscope. Et donc, ça va nous donner des résultats et des situations suivantes. Généralement, 3 possibilités. Soit que le frottis cervico-vaginal est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellules anormales, il n'y a que des cellules normales. Dans ce cas-là, le cytologiste nous répond qu'il s'agit d'un frottis cervico-vaginal normal. La deuxième situation, c'est que il y a des anomalies, mais ce pas des anomalies qui sont suspectes de malignité. C'est des modifications cellulaires bénignes. Il peut s'agir d'infections par des agents pathogènes comme le trichomonas, les mycoses, l'herpès ou l'actinomycose, comme il s'agit de simples réactions inflammatoires. Dans ces cas-là, ce sont des modifications cellulaires bénignes. Donc, il peut s'agir soit de frottis cervico-vaginal normal, soit de modifications cellulaires bénignes. Dans le cas le plus inquiétant, c'est la présence d'anomalies des cellules épithéliales. Comme dans cette région, il y a des cellules Malpighiens et des cellules glandulaires, donc il peut s'agir soit de lésions intraépithéliales de bas grade, soit des lésions intraépithéliales de haut grade, soit carrément des cancers malpighiens, et la même chose dans le versant glandulaire, soit des adénocarcinomes in situ ou carrément des adénocarcinomes invasifs. Alors, pour ce qui est des ascus et des accus, ce sont des lésions dont la signification est indéterminée. Quand on ne peut pas les classer bas grade ou haut grade, dans ces cas-là, on les place indéterminés et donc ça nécessite d'autres examens pour pouvoir trancher. Concernant les biopsies, donc la biopsie la plus réalisée, c'est la biopsie de l'endomètre. Elle est intéressante que lorsqu'elle est positive. Donc c'est un geste qui est fait par un curetage de la cavité de l'endomètre avec une canule de Novak de préférence parce qu'il contient des petites dents qui peuvent racler la muqueuse de l'endomètre. Souvent, on la réalise chez des femmes qui présentent des métrorragies post-ménopausiques. Alors, lorsqu'on a une métrorragie post-ménopausique, on pense au premier cancer qui est le cancer de l'endomètre. Bien sûr, on a dit au début qu'elle n'est intéressante que quand elle est positive parce que on peut parfois passer à côté de la lésion maligne
et répondre qu'elle est négative alors qu'elle est positive. Donc, elle n'a de valeur que si elle est positive. D'où on dit qu'il y a des risques de faux négatifs, donc il ne faut pas trop se fier. Si elle est positive, on tient compte de son résultat, mais si elle est négative, on doit faire d'autres examens pour ne pas passer à côté d'une lésion qui n'a pas pu être biopsiée. Alors, comme contre-indication, bien sûr, lorsqu'il y a une infection génitale, on risque de la faire monter vers le haut appareil. Toutes les contre-indications des gestes endo-utérins, la biopsie de l'endomètre est également contre-indiquée dans ces cas-là. Donc, on passe aux examens d'imagerie, notamment la radiologie. L'examen qui aide le gynécologue le plus, c'est l'échographie. Cette échographie c'est un examen non invasif qui se base sur des ultrasons. On peut les utiliser, on l'utilise souvent au cours des grossesses. Donc on peut l'utiliser soit par voie abdominale, à travers l'abdomen, soit par voie vaginale, par des sondes spéciales qu'on introduit dans le vagin et qui peuvent nous donner des résultats très intéressants. Donc les indications, c'est essentiellement les grossesses, depuis le début jusqu'à la fin de la grossesse. Tout ce qui est tumeur du pelvis, l'échographie, elle est très performante. Ça permet une excellente exploration de la cavité utérine s'il y a des anomalies. Et bien sûr, dans le cadre de la fécondation in vitro, quand on stimule la folliculogenèse, c'est un très bon examen qui permet de suivre la progression des follicules. Les risques de cet examen sont nuls parce que c'est un examen parfaitement anodin et non invasif. Donc on voit des images d'échographie des utérus à différentes phases du cycle, juste après les règles, en deuxième partie du cycle. On peut voir même des grossesses très très jeunes, 5 semaines d'aménorrhée, 6 semaines d'aménorrhée, on peut les voir, comme le cas de l'image en bas et à droite. L'autre examen radiologique qu'on peut utiliser en gynécologie et qui est de moins en moins utilisé actuellement, c'est l'hystérosalpingographie. Alors c'est quoi? C'est un examen radiologique qui permet la visualisation du canal endocervical de la cavité utérine, des trompes par l'injection par le col d'un produit radio-opaque sous pression. Les indications, on les voit ici nombreuses, mais ils sont en train de diminuer. La seule principale indication qui reste étant les contextes de stérilité pour explorer notamment les trompes, parce que la cavité utérine actuellement on l'explore mieux avec d'autres examens. Les contre-indications, c'est comme tout geste endo-utérin, les infections cervicales, les infections utéro-annexielles. Bien sûr, la grossesse, c'est une contre-indication. C'est pour cela que cet examen se fait également en juste après les règles. Et bien sûr, les risques d'intolérance à l'iode en cas d'allergie. Alors, les précautions, il faut l'utiliser en première partie du cycle, en respectant une asepsie rigoureuse. Bien sûr, en dehors des saignements, s'il y a un saignement, on risque de ne rien voir à l'intérieur de la cavité. Les résultats, ça montre le passage au niveau de l'endocole, le passage de l'isthme utérin, la cavité utérine classiquement triangulaire, convexe en bas, le passage du produit de contraste dans la cavité péritoniale. Et bien sûr, si on prend des clichés de profil, on peut dire est-ce que l'utérus est antéversé, antéfléchi ou bien rétroversé. Alors, d'autres examens de radiologie sont utilisés, mais vont être traités dans d'autres matières, notamment en radiologie, comme la mammographie pour le sein, le scanner, l'IRM, le PET scan. Ces examens-là, souvent utilisés en pathologie maligne dans le cadre de bilan d'extension. Alors, d'autres catégories d'examens qu'on peut utiliser, ce sont les examens endoscopiques, c'est-à-dire qui utilisent des caméras et des écrans. Les principaux sont la colposcopie, c'est pour l'étude du col et du vagin. L'hystéroscopie, c'est pour l'étude de la cavité utérine. La célioscopie, c'est pour l'étude de la cavité péritoniale. Alors, la colposcopie, c'est l'examen du col.
Deuxième examen intéressant, c'est l'hystéroscopie. C'est cavité utérine. C'est une exploration endoscopique de la cavité utérine grâce à un optique introduit par le col. Cet examen peut être juste pour voir, c'est-à-dire diagnostic, pour voir, et comme on peut carrément réaliser des gestes opératoires par cette méthode, parce que l'hystéroscope, on peut associer des matériaux de chirurgie, des ciseaux, des couteaux, qui peuvent faire des gestes chirurgicaux. Souvent, le col, on est obligé de le dilater, de dilater le col pour accéder à la cavité utérine, surtout lorsqu'on veut être opératoire. Alors, ça permet de voir toute la cavité utérine. Bien sûr, tout à l'heure, on avait parlé de biopsie de l'endomètre, on avait dit qu'il n'avait de valeur que lorsqu'elle est positive. Et justement, lorsqu'une femme a des métrorragies post-ménopausiques et que la biopsie de l'endomètre est revenue négative, c'est-à-dire elle n'a pas révélé de pathologie maligne, on est obligé de passer à l'hystéroscopie pour aller voir l'intérieur et localiser la lésion et la biopsie. Alors les contre-indications, c'est un geste endo-utérin, donc la grossesse c'est une contre-indication, l'infection génitale c'est une contre-indication, les métrorragies abondantes parce que si jamais il y a des métrorragies on ne va rien voir, même si on fait entrer l'hystéroscope. Et bien sûr, lorsqu'il y a une anomalie du col, on risque de faire des fausses routes. C'est également une contre-indication à cet examen. Donc, le troisième examen qui est endoscopique aussi, c'est la célioscopie. La célioscopie, c'est l'exploration du péritoine et du pelvis et des organes génitaux par un optique introduit par une incision périombilicale qu'on voit dans l'image en haut et à droite. Bien sûr, elle nécessite une anesthésie générale. C'est un examen très invasif, comme bien sûr l'hystéroscopie. Elle explore et permet de faire des gestes opératoires. Donc, elle fait le diagnostic et il peut être opératoire. Alors, les indications sont très nombreuses, mais essentiellement lorsqu'on suspecte une grossesse extra-utérine, lorsqu'on suspecte une salpingite aiguë, lorsqu'on fait un bilan de stérilité pour voir l'état des trompes, ou bien lorsqu'on veut faire des stérilisations par la tubaire, mais il y en a beaucoup d'autres indications dans les fibromes, dans les tumeurs ovariennes, dans les adénomyoses, en plus de ces indications. Alors les contre-indications, vu que c'est un geste qui va remplir la cavité péritonéale avec un gaz et qui va diminuer la cinétique diaphragmatique, les cardiopathies, les insuffisances respiratoires sévères sont des contre-indications. La même chose pour les anomalies de la coagulation et bien sûr lorsqu'il y a beaucoup de cicatrices, quoique cette dernière contre-indication elle est relative parce qu'on peut faire des célioscopies même si on a des antécédents d'adhérence. Alors, dernière catégorie d'examen, ce sont les dosages biologiques. Il y a les dosages hormonaux qui sont intéressants, qui intéressent les hormones ovariens, les gonadostimulines, c'est-à-dire FSH et LH, la prolactine et l'HCG. C'est des dosages dans le sang, c'est des dosages plasmatiques. Leurs principales indications dans le cadre de stérilité pour savoir est-ce que c'est des stérilités d'origine hormonale ou autre, pour l'exploration des aménorrhées, l'absence des règles, et dans l'exploration de certains états d'hyperandrogénie comme les hirsutismes. Les marqueurs tumoraux dans le cadre de la gynécologie, ils sont nombreux, mais l'idéal n'existe pas. Ils peuvent servir pour le dépistage ou le diagnostic ou le pronostic, quoique il n'y a pas d'idéal. Les plus intéressants à connaître, c'est le CA125 pour le cancer de l'ovaire. Ça ne permet pas le dépistage, ça ne permet pas le diagnostic, ça ne donne pas de pronostic, ça permet essentiellement la surveillance. Lorsqu'on opère un cancer de l'ovaire, on surveille ce marqueur-là. Si jamais il augmente,
on va suspecter qu'il y a une rechute de la maladie. Pour les bêta-HCG, examen biologique largement demandé, c'est essentiellement pour, bien sûr, en plus de faire le diagnostic de la grossesse précocement, ça permet le diagnostic des moles et des choriocarcinomes. Ça permet le diagnostic et ça permet également la surveillance. Alors pour le cancer du sein, il y a il y a le CA15-3. Il ne permet pas le dépistage, ni le diagnostic, ni le pronostic, mais ça permet dans certaines situations la surveillance. S'il augmente, on suspecte également une rechute de la maladie. Et je vous remercie.